Bonjour à tous. Anéantir, le nouveau livre de Houellebecq, mérite une critique constructive, car quand on lit les critiques sur internet, on tombe sur des trucs un peu what the fuck. Houellebecq a la tronche de ses héros. Les débuts laissent penser à un thriller politique, mais il y a aussi l'histoire d'un mec et de sa famille, religion, dépression, cancer, couple, blablabla. Bon. Houellebecq, peut-on trouver son livre chez Leclerc? D'un autre côté, on trouve aussi des critiques dithyrambiques qui me font douter d'avoir lu le même livre. Donc pour reprendre l'expression d'un copain auteur, Fabrice Cozapé, Houellebecq, bof réac ou plus grand écrivain de notre époque. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Je suis assez partagée sur cette lecture et d'habitude c'est une manière polie de dire que je n'ai pas aimé. Mais ici c'est plutôt que je ne sais même pas si j'ai aimé. C'est comme si j'avais plusieurs personnes dans ma tête. Alors on va d'abord se pencher sur le style, sur la structure et sur le fond, et je vais essayer de dérouler mes arguments dans un sens comme dans l'autre. J'ai été un peu déçue par le style, je le trouve un peu impersonnel. C'est la première fois que je lis Houellebecq et je m'attendais à autre chose. Ce que je trouve assez étrange, c'est que pour un livre de 700 pages, il est écrit un peu de la même manière que ceux de 230 pages réglementaires de chez Galli-Grasseuil. Pas ou peu de descriptions, chapitrage resserré, on ne prend pas vraiment le temps de poser vraiment une ambiance, ce que j'appellerais le syndrome de Vigan, ou plus généralement, une littérature taillée comme une série. Même, on a parfois l'impression qu'il se fout de nous avec ses descriptions de paysages aléatoires et répétitives. Et même ces digressions soi-disant encyclopédiques sont pas très bien intégrées. D'ailleurs, on remarque qu'elles apparaissent beaucoup au début du livre pour disparaître totalement. Si on veut lire des descriptions vraiment réjouissantes, autant lire Gennada, dont son dernier livre Au printemps des monstres est un de mes favoris de la sélection du Goncourt de l'an dernier. Ici, c'est parfois paresseux. Le livre parle de la perte du langage. Et je me suis demandé si ce n'était pas un signe avant-coureur de cette réduction du langage, et par extension de la pensée. Je l'ai voulu très fort, je me disais que des bugs comme ça dans la matrice, ce serait pas mal. Que le narrateur serait une sorte de petit vieux dans un canapé, dont la pudeur s'envolerait parfois et qui postillonnerait 2 ou 3 jurons quand ça lui arrive. Mais non, même si la fin peut s'y apparenter, je n'ai pas trouvé vraiment de réflexion sur le livre en lui-même, sur le style de Houellebecq ou de portée métatextuelle plus que ça. En fait, ce que je regrette surtout, c'est que quand je lis un livre, il faut que, au moins quelques fois, ça m'arrive de me dire « Wow, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais vu les choses de cette manière. » Et le problème, c'est qu'ici, je me dis justement que j'ai déjà pensé ci ou ça, ou que j'ai déjà vu ou entendu quelqu'un dire exactement la même chose. Sans parler des redondances et des lourdeurs qui apparaissent. Je n'ai pas lu le nombre de fait, ou de par contre encore plus, qui apparaissent dans le livre, sinon j'y serais encore. Ce que je peux reprocher à Houellebecq, c'est des choses que je peux reprocher à mes propres livres. C'est-à-dire le fait de rester comme ça dans la facilité, dans le général, voire dans le cliché. Ce n'est pas déplaisant à lire, et même, je dirais plus, le pire mot du critique, c'est fluide. Et c'est ce qui va me permettre de faire une transition vers les points positifs de son style. Vous jamais parler comme ça en plissant le visage. Je ne peux pas dire que j'ai détesté son style. Je trouve qu'il arrive tout de même à nous parler, même si ce n'est pas systématique. Les passages où il est assez bon, c'est ceux où il fait preuve de tact. Dans le traitement de la relation de Paul et de son père, par exemple, ou encore avec Prudence. Les silences ouatés, comme en suspens. La fin aussi est bien écrite, dans son côté less is more. Le fait que les phrases soient taillées sans laisser dégouliner de pathos est intéressant. Quand on lit à haute voix, on note que la ponctuation suit la respiration. Ça coule, la phrase est taillée, parfaite. Mais elle n'apporte rien au-delà d'elle-même, aucune réflexion possible. D'ailleurs, dans son livre, il dit que la réflexion et la vie sont antinomiques, tout est là où cela doit l'être. Pourtant, les pages défilent et je m'attache à la narration. J'ai pu entendre parler d'ennui poli et je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on a envie de le lire et de le terminer, je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas eu envie de le reposer. Mais un autre problème du roman est sa structure. Si j'avais été lui, j'aurais enlevé 2 choses qui selon moi alourdissent le texte. D'une part, les rêves qui font très private joke. Ils sont nombreux, ennuyeux et n'apportent rien, à part peut-être percer la psyché de l'auteur, mais à part les gros fans, ça indiffère. Bref, ça m'a fait penser à de l'onanisme, on se sent de trop lors de ces passages. L'autre chose, ce serait pour moi l'enquête sur les hackers. Elle rend l'exposition un poil laborieuse. Dès qu'on entre dans ce registre, on explique trop. Les dialogues sont artificiels. J'ai trouvé un peu le même phénomène dans l'anomalie d'Hervé Le Tellier. Comme si, à partir du moment où il fallait faire des recherches ou parler de quelque chose un peu science-fiction, les écrivains avaient envie de montrer tout leur joujou à leurs lecteurs.
Donc j'ai trouvé que dès qu'il s'agit de parler du boulot de Paul, on s'ennuie ferme. Les dessins n'apportaient pas grand chose, j'ai trouvé que j'avais pas spécialement envie de les détailler, je trouvais que ça faisait un peu fanservice. Donc voilà, si on enlevait les rêves et le côté thriller politique, je pense que le livre ne s'en porterait pas plus mal. Maintenant on va attaquer le vif du sujet, qui me fait mouliner, peut-être à vide, qui est le fond du roman. Les personnages désorientés me font un peu penser à la série de Blanche Gardin qui est sortie, je crois en décembre, qui s'appelait La meilleure version de moi-même. Il y a le même constat un peu amer, le même humour pince sans rire et peut-être un peu réac quand même. C'était un peu le même genre de malaise que je ressentais derrière mon écran ou derrière mon livre. C'est-à-dire, est-ce qu'il se fout de nous à ce moment-là? Comme le rire est jeune et pas forcément franc, on ne sait pas vraiment si on n'a pas affaire à du trollage. Prenons un exemple, Bruno le juge. On a l'impression qu'il y a un peu de farce dans l'air, dans la manière dont il traite la destinée de Bruno Le Maire. Je veux dire par là qu'il survend tellement le modèle économique et industriel de la France grâce à Macron et à son ministre qu'on se demande s'il n'y a pas un peu de foutage de gueule. Tout le long du bouquin, leur amitié est détaillée tout en précisant à chaque fois le super bilan du ministre. Je faisais des bonnes tartes au citron à l'époque. Avec ou sans meringue? Cette complaisance qu'on n'arrive pas à qualifier met mal à l'aise. Et pour moi, c'est l'une des forces, contrairement à ce qu'on pourrait croire, du roman. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est naïf, ou si c'est par cynisme. Mais pourtant cela pose problème dans l'intrigue même. Puisque la société fait défaut, on assiste à une sorte de solidarité élective. Paul et sa famille se viennent en aide pour pallier les défauts de l'hôpital public. Oui, mais si la solidarité publique n'existe plus, c'est à cause des forces libérales qui l'anéantissent. Or, l'État n'est jamais remis en cause. Bruno Le Maire, dont j'ai déjà parlé, est un chic type dont le bilan est sans cesse salué, et dont on précise pourtant qu'il a les choses en main, que les lois au-dessus de lui, par exemple européennes, ne servent en fait à rien. Il a les rênes en main. Avec ou sans meringue? Qui a conduit, comme ses prédécesseurs, à l'absurdité de ce à quoi on assiste, c'est-à-dire le managériat du service public, ici l'hôpital. Que se passe-t-il pour les personnes qui n'auront pas les moyens d'organiser le kidnapping de leur patriarche? Le livre a ce côté feel-good avec cette solidarité familiale, mais dresse un portrait inquiétant du système. Les puissants, comme Paul, peuvent contourner le système. D'ailleurs est montré de manière très négative le fait que ce soit révélé à la presse. Puisque le service public est merdique, autant se recroqueviller sur soi-même et sur ses proches. D'ailleurs c'est ce que dit Bruno Le Maire quand il dit qu'il aurait fait pareil. Ce qui est terrible quand on y pense sur l'impunité des élites. Par ailleurs, ce n'est pas anodin que ce soit des mouvances d'extrême droite qui viennent en aide à la famille Raison. Il y a donc d'abord la possibilité grâce à l'argent, mais aussi grâce aux origines ou au réseautage. Donc derrière l'idée d'entraide, assez noble, grouillent d'autres questions moins reluisantes. Cependant, il ne faut pas tout critiquer. Le livre parle d'autres injustices, notamment de la fin de vie et de la manière dont on traite les plus vieux en les parquant et en leur déniant toute humanité, ce qui les conduit à une mort plus rapide. Si Edouard était resté à l'EHPAD, il serait mort. Mais il faut bien en venir au sujet qui fâche, qui est la misogynie. Je suis trop macho. En plus des descriptions peu flatteuses des femmes, on assiste parfois à des digressions consternantes, par exemple qu'une femme n'attend qu'à être pénétrée, ou alors quand on parle d'Évangéline, la femme de Bruno, que c'est une chaudasse, quand on parle de Indy, que c'est une connasse ou une pétasse. Houellebecq aime bien les suffixes en as apparemment. Je suis trop macho. Et c'est assez mal fait, comme un cheveu sur la soupe ou comme une sauce qui ne prend pas. Comme si vous voulez choquer pour choquer, mais en disant finalement des choses un peu bateaux qu'on pourrait entendre dans le PMU du coin. Et ça continue plus loin. Les prostituées africaines veulent servir une bite occidentale, une veuve est décrite comme un chien ayant perdu son maître. Au fond ça marche pas, c'est juste des lieux communs. La pensée est médiocrement médiocre, un peu comme ces dessins un peu vieillots qu'on peut voir sur Facebook. En littérature ça ne risque que de mal vieillir parce qu'on reste à la surface des choses. Pour Indy par exemple, qui sert de réceptacle à tout ce que Houellebecq déteste, par exemple le journalisme ou le progressisme, le résultat est que ça en fait le personnage le plus raté selon moi, car manquant cruellement de nuances et de profondeur. Cependant, les autres personnages sont consistants, et le malaise que je peux ressentir vis-à-vis de Cécile et d'Hervé est assez bien fait, je trouve. C'est des gens qui ont l'air bien sous tout rapport, et il nous dit, entre le fromage et le dessert, qu'ils votent FN. Et alors je vois en tant que personne de gauche comment ça peut cristalliser une certaine hypocrisie. C'est-à-dire que moi qui les voyais d'une manière plutôt positive, je réévalue mon jugement de manière négative. Donc c'est assez bien, je trouve, d'être mis face à ses propres contradictions. Mon problème, c'est par rapport à l'immigration. Il dit que les Arabes posent problème, on sent la théorie du grand remplacement parce qu'il dit que dans certains endroits, ils sont plus nombreux que les Français de souche, terme qui me dit qu'on emploierait. Il déshumanise les migrants, même quand ils sont tués, alors que les mecs du bloc identitaire sont présentés comme des type plutôt sympa et utile. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que c'est l'homme immigré qui est critiqué.
Par exemple, Aurélien se fait uriner dessus par un jeune noir. Il emploie souvent le terme de racaille pour parler des habitants des cités, mais la femme jamais. Et ce qu'on sent en fait, c'est que c'est les qualités un peu fantasmées des familles migrées qui travaillent Houellebecq. C'est-à-dire soumission, douceur, abnégation, comme la française traditionnelle que représente Cécile. Dans les deux cas, on brosse dans le sens du poil l'ego de l'homme, et si on sort du cadre, comme il dit, on est brossé comme une connasse. Une femme diplômée, journaliste, c'est forcément louche, et elle est le seul antagonisme du roman. Pour autant, est-ce qu'il banalise l'extrême droite comme j'ai pu entendre ? C'est-à-dire que je vois fleurir un petit peu des articles qui parlent d'un roman d'extrême droite. Moi, je trouve pas du tout. C'est pas du tout un roman d'extrême droite. Je trouve que c'est un roman de la banalisation de l'extrême droite. Je pense qu'il a prédit ces réactions et que même c'est peut-être fait exprès. Dans un sens, oui. Houellebecq parle du vote bleu marine de Cécile et Hervé comme s'ils parlaient de leur marque de voiture, sans acrimonie particulière. Mais est-ce dangereux pour autant ? Premièrement, il faut se dire que si 30% de la population compte voter pour le FN, c'est que c'est quelque chose déjà de banal. Donc banaliser quelque chose qui l'est déjà, ce n'est pas ce qui les ennuie selon moi. En fait, ce qui dérange les journalistes de l'extrait, ce n'est pas qu'ils banalisent l'extrême droite, mais c'est qu'ils ne la condamnent pas. Maintenant, réfléchissons. Je ne pense pas que c'est l'intention de Houellebecq, mais si l'on voulait convaincre des gens qu'une opinion n'est pas la bonne, est-ce que la critiquer d'emblée serait la meilleure solution ? Ça va prêcher les convaincus, montrer qu'on a le cul blanc, mais je pense pas que ça va vraiment convaincre. Ça va plutôt avoir tendance à hérisser les principaux concernés. Et le problème d'en faire un repoussoir, c'est que ça exclut toute réconciliation et toute discussion possible. Houellebecq explique à sa manière ce qui pourrait séduire des gens dans les idées du RN. Cela ne signifie pas qu'il les approuve, et même s'il les approuvait, ce qui est tout à fait possible, on s'en fout. Ce qu'il fait et qui pourrait servir, c'est établir une passerelle. Car si on comprend, déjà, on peut discuter. En art, condamner, c'est échouer. Je trouve personnellement que laisser établir soi-même sa propre interprétation d'un personnage, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un lecteur. Donc dire les choses sans les souligner, c'est artistique. Bien sûr que c'est une œuvre politique. Toute œuvre l'est, mais il ne faut pas tout prendre au sérieux. Une bonne grosse dose de second degré est présente dans le roman. Michel est bien parvenu à me faire rire avec une relation incestueuse et tarifée. Le livre se polarise, peut-être réactionnaire, anti-progressiste, c'est pas pour autant qu'il en devient imbuvable. Et cela pour une bonne raison, qui est le romanesque. Contrairement à certains livres que je considère ratés, comme Milwaukee Blues par exemple, dans lesquels on prend un fait de société pour y greffer une intrigue. Ici, l'intrigue tient le tout, le reste n'est que des petites bûches qui ne menacent pas l'édifice. En gros, malgré les verbiages sexistes et identitaires, le bouquin se tient. Il est même touchant par moments. Et finalement, ce que j'en ai pensé, j'ai bien aimé, je dois le reconnaître, et je peux comprendre pourquoi on l'apprécie. Il y a de mon côté l'impression d'écouter un oncle un peu alcoolique et un peu con qui peut dire des conneries comme des choses très belles. Si on fait abstraction de ce qui déplaît, le livre plaît, et le prix de l'analyse littéraire est décerné à... Et j'ai pas envie de tout balayer de la main parce qu'il y a des passages qui m'ont déplu ou qu'on pourrait juger problématiques. Terme d'ailleurs que je déteste parce qu'on peut y fourguer tout et n'importe quoi. Le livre est perfectible mais plaisant. Oui, l'intrigue est bancale. On part sur un thriller politique qu'on ne conclut pas vraiment. Ça aurait mérité un coup de polish, une ou deux relectures pour enlever les répétitions et peut-être aussi colmater les angles morts de l'intrigue. C'est la plupart du temps sexiste, assez souvent raciste et même classiste, mais je pense que c'est avant tout du second degré. Donc j'ai bien aimé quand même et je pense que c'est là le talent de Houellebecq. Mettre le nez dans la fange et nous faire apprécier quand même. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des idées de livres, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je pense que la prochaine, ce sera sur Funkinos. Voilà, je vous dis à très bientôt.